Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 64e anniversaire des explosions nucléaires françaises au sud algérien par l'occupation française. Des crimes contre l'humanité imprescriptibles à Argen, à Hamoudia et à In Keur. Les habitants de ces régions souffrent toujours des séquelles de ces explosions, en plus d'importants dégâts qui constituent une véritable menace pour l'intégrité écologique et territoriale. Énergie. L'Algérie a réussi à bâtir une industrie gazière parmi les plus développées dans le monde grâce aux importantes réserves existantes et aux projets d'investissement colossaux consentis. L'exemple de l'un des plus grands champs gaziers au monde, celui de Hassermel, qui compte environ 535 puits. L'Algérie présente aujourd'hui un fort potentiel de croissance pour les exportations, d'où l'importance de la sécurisation des transactions. À l'international, le World Trade Center a organisé hier une rencontre sur le sujet qui a permis aux exportateurs algériens de se familiariser avec les outils qui garantissent la sécurité de leurs opérations. Au 130e jour de l'agression sioniste en cours à Gaza, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste au moment où la pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve incluant une nouvelle libération d'otages après l'annonce de l'entité sioniste d'une offensive prochaine sur Rafah. Bienvenue à tous. L'Algérie commémore le 64e anniversaire des explosions nucléaires au sud algérien par l'occupation française, des crimes contre l'humanité imprescriptibles. Les répercussions de ces crimes sont toujours ressenties dans cette région, devenue zone interdite en raison de la présence de rayons radioactifs. Plus de 6 décennies après, ce dossier épineux se heurte toujours aux frustrations du passé colonial qui empêchent un traitement responsable et objectif du dossier de la mémoire. Yasmine Saudi. Le 13 février 1960, une explosion nucléaire d'une puissance 5 fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima au Japon déchirait le ciel du Sahara algérien. Cette sinistre opération, connue sous le nom de Gerboise bleue, demeure une tâche indélébile dans l'histoire du pays, où plus d'une centaine d'Algériens ont été sacrifiés au nom des ambitions nucléaires de la France coloniale. En tout, la France a fait exploser 17 bombes nucléaires aériennes et souterraines dans la région de Regen et dans les cavités du massif du Hogar, qui témoignent des procédés barbares du colonisateur français. C'est comme cela que la France est entrée dans le club atomique, en tuant des milliers et des milliers d'Algériens et de Français également, en polluant nos terres, en polluant nos eaux, en polluant notre agriculture, en polluant les gènes de notre population. 64 ans après, les plaies de cette tragédie demeurent béantes. Les effets induits par ces explosions atomiques continuent d'affecter la santé des habitants de ces zones. Privés de leur droit à un environnement sain et sûr, ils continuent de lutter contre les effets dévastateurs de la radioactivité, tandis que les responsables de ce crime contre l'humanité demeurent impunis. Ils avaient besoin d'un territoire, c'était l'Algérie. Ils avaient besoin d'un peuple, c'était la population algérienne. Ils avaient besoin d'un espace, c'était le sud algérien. La France n'a jamais voulu reconnaître ces crimes. Parce que reconnaître ces crimes, c'est se mettre au banc des accusés. Jusqu'à présent, la France maintient sa position de refus quant à la remise des archives sensibles, notamment les cartes topographiques des sites de stockage des déchets nucléaires et des zones contaminées. Cette réticence à partager ces informations cruciales vise à dissimuler la véritable étendue des dommages causés par les explosions nucléaires en Algérie. En chercheur du droit de l'histoire, par exemple, pour mon cas, j'ai besoin de moyens juridiques, mais j'ai besoin de preuves tangibles et irréfutables. Si toutes ces preuves sont encore maintenues dans le secret défense par l'armée française, bien que la loi sur les archives, la loi française sur les archives, aurait dû libérer nos archives il y a déjà 4 ans. Mais elle ne l'a pas fait. Pour laisser le mystère, pour laisser l'ambiguïté et pour jouer sur le temps.
À partir d'aujourd'hui, il y a un pacte qui s'est créé entre Maître Gilles Devers et moi-même pour poursuivre le combat juridique contre les explosions atomiques faites en Algérie. Et croyez-moi que j'en suis vraiment contente, honorée et ravie, parce que si aujourd'hui il y a 100 000 avocats qui sont derrière le dossier de la Palestine, il se pourrait peut-être que ces 100 000 avocats puissent également se ranger de notre côté pour la défense des intérêts des victimes des explosions atomiques qui jusqu'à présent n'ont pas été reconnues par la France, je dirais, permettez-moi de le faire, la France criminelle, parce que c'est un véritable crime contre l'humanité, c'est également un génocide. Durant des années, le désert algérien a été utilisé comme terrain d'expérimentation et les populations comme de véritables cobayes. Les conséquences désastreuses des radiations sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Augmentation des cas de cancer, malformations congénitales, stérilité et apparition de nouvelles pathologies sont les stigmates d'un crime contre l'humanité perpétré par la France coloniale. L'Algérie a réussi à bâtir une industrie gazière parmi les plus développées dans le monde grâce aux importantes réserves existantes et aux projets d'investissement colossaux consentis, faisant d'elle aujourd'hui un fournisseur fiable et sûr de cette énergie à l'échelle internationale en renforçant les exportations tout en continuant à répondre aux besoins nationaux croissants. L'exemple de l'un des plus grands champs gaziers au monde, celui de Hassermel, qui compte environ 530 puits avec l'un des gaz les plus purs. Amel Borba. Nous sommes à Hassermel, dans le plus grand gisement de gaz naturel du continent africain et le 4e au monde. C'est ici, dans le premier puits découvert en 1956 et entré en production le 1er avril 1961, que tout a commencé. Ce gisement, qui est passé par des étapes cruciales, représente aujourd'hui le quart de la production de gaz de l'Algérie. Ce puits produisait à l'époque l'équivalent de 2 millions de mètres cubes de gaz. Aujourd'hui, nous comptons près de 535 puits à Hassermel. Une nouvelle technique a été introduite qui consiste à renforcer la pression de gaz appelée boosting. Nous sommes en phase d'étude pour le lancement de 3 stations au nord, au sud et au centre pour récupérer des quantités d'hydrocarbures liquides. La station de compression GR5 transporte le gaz d'Orgen vers Hassermel pour être acheminé au Centre national dispatching de gaz. C'est 14,7 milliards de standards mètres cubes par an. Elle est extensible à 21 milliards à travers le système TEHA à la pointe de la technologie. La plus grande fierté de Hassermel, c'est qu'il emploie des compétences 100% algériennes, issues de l'université algérienne. Le respect de l'environnement est une priorité pour Sonatrach, qui a signé des conventions internationales dans ce domaine. Le gisement de Hassermel, qui reste l'un des plus importants dans le monde, produit plus de 200 millions de mètres cubes de gaz par jour. De quoi répondre aux besoins nationaux croissants et renforcer les exportations. Parallèlement aux efforts déployés en matière d'exploration et de production, des projets d'envergure sont également concrétisés dans le domaine de la transformation par la liquéfaction de gaz naturel et la séparation des GPL. Dans le cadre des efforts visant à attirer les jeunes innovateurs vers l'entrepreneuriat, l'université Saad Al-Bablida a organisé une journée portes ouvertes au profit des étudiants, leur offrant ainsi l'opportunité de présenter leurs projets dans divers domaines. Asiarib Marim Damis. Après un brillant cursus en informatique et en microélectronique, ces 2 étudiants ont réussi à développer Swift, une plateforme numérique destinée aux usagers des transports urbains, leur permettant de se déplacer facilement à travers les villes, mais surtout à moindre coût. L'utilisation de cette plateforme est simple. Elle est censée permettre à ses utilisateurs de se déplacer le plus rapidement possible, au meilleur coût.
L'utilisateur doit d'abord choisir sa destination, indiquer sa position et choisir l'heure du départ. Il recevra par la suite un ticket qu'il présentera au chauffeur. Un autre modèle entrepreneurial prometteur, il s'agit de la transformation du fruit de chêne en farine afin de l'utiliser dans la production de pâtes alimentaires et de biscuits spécialement conçus pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque. Nous utilisons une matière première locale. Notre objectif, c'est de contribuer à augmenter la production nationale et à réduire les importations. L'université Saad Dahleb a dédié un espace pour les jeunes porteurs de projets, leur offrant ainsi un environnement propice au développement de leurs idées, tout en favorisant la créativité et l'innovation. Nous avons plus de 10 projets qui ont réussi à obtenir un label et 22 autres qui ont décroché des brevets d'invention. Soutenir et encourager les jeunes universitaires à travers un accompagnement tout au long de leur parcours pour concrétiser leurs projets est un facteur clé pour stimuler la dynamique économique, notamment dans les secteurs stratégiques. Le World Trade Center a organisé hier une rencontre sur la sécurisation des paiements à l'échelle internationale, une rencontre qui a permis aux exportateurs algériens de se familiariser avec les outils qui garantissent une sécurité de leurs opérations à l'exportation. Raouf Hamouche. Après celle de la Mauritanie, du Sénégal, 2 nouvelles banques algériennes ouvriront en Côte d'Ivoire et au Cameroun afin de faciliter les échanges commerciaux dans le continent. Nous avons 2 banques qui ont commencé à activer, donc Algérie Union Bank au niveau de la Mauritanie et Algérie Bank au Sénégal au niveau du Sénégal. Sur instruction du président de la République aussi, on va aller prochainement vers le Côte d'Ivoire, vers le Cameroun, c'est-à-dire que nous sommes en train de réorienter la stratégie exportation vers notre profondeur stratégique qui est l'Afrique subsaharienne. Des showrooms ont également été ouverts pour permettre aux opérateurs économiques algériens désireux d'investir le marché africain d'exposer leurs produits. Des opérateurs qui saisissent toutes les occasions comme cette rencontre pour tisser leur réseau et se familiariser avec les outils qui garantissent la sécurité de leur opération d'exportation en s'informant sur la réglementation en vigueur dans les pays qu'ils comptent pénétrer. Nos entreprises aujourd'hui apprennent évidemment à signer des contrats où elles ont des garanties de paiement. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que le fait que des banques algériennes ont commencé à s'installer en Mauritanie, au Sénégal, peut-être Côte d'Ivoire et autres, évidemment, ça va permettre à nos entreprises d'avoir un peu cette garantie. Pouvoir public, banques et opérateurs économiques, tous conjuguent leur effort pour augmenter les échanges commerciaux dans le continent et augmenter le taux de pénétration du produit made in Algérie. À l'étranger, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste à Gaza alors que la pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve incluant une nouvelle libération de prisonniers après l'annonce de l'entité sioniste d'une offensive prochaine sur Rafah. Des pourparlers avec des responsables américains, qataris et égyptiens sur un accord de trêve dans la bande de Gaza sont prévus aujourd'hui. De leur côté, les Nations Unies ont prévenu qu'elles ne s'associeront pas à un déplacement forcé de population à Rafah. Amélie Siridira. Au 130e jour de l'agression barbare contre le peuple palestinien, la situation demeure alarmante. Les pertes en vie humaine continuent de s'accumuler avec des dizaines de citoyens tombés en martyrs et un nombre encore plus important de blessés. Les raids de l'armée sioniste survenus aujourd'hui à l'aube ont exacerbé la crise humanitaire dans la région. Les habitants de Khan Younes au sud de la bande de Gaza ont été une nouvelle fois pris pour cible, subissant les ravages de l'artillerie de l'occupant. Face à cette escalade de la violence, la communauté internationale reste cependant silencieuse, alors que la souffrance du peuple palestinien perdure. Les attaques incessantes contre des zones civiles témoignent d'une situation de plus en plus précaire, où la vie quotidienne des Palestiniens est constamment menacée. Les autorités palestiniennes, soutenues par de nombreux pays, des organisations internationales humanitaires et régionales, alertent sur les conséquences dévastatrices d'une éventuelle expansion du génocide sioniste à Rafah. Il s'agit du dernier refuge des déplacés dans l'enclave palestinienne assiégée. Les autorités palestiniennes, soutenues par de nombreux pays, des organisations internationales humanitaires et régionales, alertent sur les conséquences dévastatrices d'une éventuelle expansion du génocide sioniste à Rafah. Il s'agit du dernier refuge des déplacés dans l'enclave palestinienne assiégée.
Rafah abrite plus d'1,4 million Palestiniens, dont 1,3 million personnes déplacées en provenance d'autres gouvernorats. Confrontés à des conditions de vie de plus en plus insoutenables, les Palestiniens appellent à une solidarité mondiale et à des actions concrètes pour mettre fin à ce cauchemar. L'entité sioniste se prépare à lancer un assaut sur Rafah, ce qui va aggraver davantage une crise humanitaire déjà précaire. Et malgré les appels à un cessez-le-feu, l'armée sioniste n'hésite même pas à tirer sur des cortèges mortuaires, ajoutant un degré de barbarie supplémentaire à l'horreur de la situation. Retour à présent sur la visite du khalife général de la Tariqa Tijaniyya en Mauritanie, dans le village de Anifni, une visite qui renforce les liens de fraternité entre les deux peuples et qui souligne le rôle de la Tariqa dans l'établissement des principes de paix et de réconciliation. L'Algérie qui a toujours été un centre de rayonnement religieux et culturel. Reportage Hamza Nadir, le commentaire est signé Walid Yousfi. L'accueil réservé au calife général de la Tariqa Tijaniyya, Sid Ali Belarabi, et la délégation qui l'accompagnait était à la hauteur du rang qu'occupe cet homme qui s'est rendu au village Anfni, à 300 km de la capitale mauritanienne. Cette région est surtout connue pour le mausolée du saint patron Mohamed El-Hafid, l'homme qui a permis de répandre la Tariqa Tijaniyya en Mauritanie. En vérité, c'est un privilège et un sentiment ineffable de joie et de bonheur que d'accueillir le calife général et ses zaouïas dans cette région qui abrite le mausolée du saint patron Mohamed El-Hafid. C'est grâce à lui que la Tariqa Tijaniyya s'est répandue en Mauritanie, au Nigeria, au Soudan et dans toute l'Afrique. C'est une occasion en or que nous n'oublierons jamais. Elle ravive les relations entre la Mauritanie et l'Algérie. Les deux peuples et les deux pays ont de tout temps eu de bonnes relations. Nous sommes fiers de notre visite et de celle de Ahmed Tijani à Ain Madi. Les mots ne peuvent exprimer notre fierté et notre émotion quant à cette délégation qui s'est déplacée jusqu'ici et qui compte le petit-fils de notre cheikh. Durant sa visite, le calife général de la Tariqa Tijaniyya a rencontré un des érudits de la région. C'est d'ailleurs l'un des piliers de l'exégèse du Coran et du soufisme en Mauritanie et dans le monde musulman. وموريتانيا جناحين يطيروا مع بعضهم بعض قلت لهم ان شاء الله ويوفقهم ربي في اعمالهم الصالحه المسلم كثير باخيه المسلم كثير باخيه ان شاء الله ان شاء الله المسلم كثير باخيه بارك الله فيكم ربي يحسن لكم جزاك الله خير في هذه الزياره. Une visite qui renforce donc les liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples et permet de répandre les valeurs de tolérance et de paix. Retour en Algérie pour une dernière halte dans la ville de Betna pour y découvrir cet élément du patrimoine culturel immatériel algérien, l'habit traditionnel chaoui. La melhfa, comme on l'appelle communément, cette tenue des Aurès s'est retravaillée et remise au goût du jour par une styliste de Betna. Yanis Aït Belkacem a été accueillie dans son atelier le temps d'un reportage. Regardez. C'est chez elle que Sonia, une styliste passionnée, nous reçoit dans son petit atelier. La première chose qui saute aux yeux dès que l'on franchit le pas de sa porte, cette qchabia. Mais pas n'importe laquelle, celle de son grand-père. Date des années 40. Un legs, une histoire et une source d'inspiration. C'est le milf, voilà. Ça c'est le melf, donc typiquement chaoui, exactement. Passionnée par les symboles et les motifs berbères et notamment chaoui, Sonia consacre une grande partie de son temps libre à donner vie à ses créations. Pour elle, tous les soucis sont écartés le temps du travail manuel. Moderniser un peu la robe. Derrière sa machine à coudre, le temps file autrement. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours eu un réel engouement pour le vêtement traditionnel tiré du terroir des Aurès. Voilà, donc voici mon espace de création. Chez elle, ce sont toutes les facettes de la tenue chaoui qui se déclinent, mises au goût du jour, mais sans pour autant perdre leur cachet. J'essaye de faire revivre ce cachet, que ce soit dans l'habit de tous les jours, ou bien le traditionnel melhfa, ou bien la robe qu'on porte chaouia qui est en train de disparaître. J'ai envie de la faire revivre.
lui redonner vie, c'est-à-dire parmi les jeunes, que ce soit tous les jours ou bien j'aimerais bien qu'on la porte siffle à l'aise avec des bijoux en argent. Sa créativité se nourrit de ce qu'elle voit, mais de ses origines et de ses racines. C'est une de mes dernières pièces. J'ai apporté du nouveau en mettant, c'est-à-dire voilà, j'ai créé bchèche que portent les hommes tana, chéri. Donc voilà, et le tissu melfada. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau. Chaque détail est pensé avec soin pour créer des tenues uniques. Grâce à son talent inné, Sonia parvient à donner une nouvelle vie à la tenue chaoui tout en préservant son authenticité. Un patrimoine qu'elle tient absolument à préserver pour les générations futures. Le cordon, c'est un truc important. Très important. C'est l'accessoire indispensable. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.